L'Institut Iliade vous donne rendez-vous le 15 avril au cœur de Paris à la Maison de la Chimie pour son grand colloque annuel face au déclin anthropologique Vivre en européen. Pour plus d'informations et réservations, rendez-vous sur institut-iliade.com. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous recevons Guy de Lafortelle. Guy de Lafortelle, vous êtes rédacteur du site économique et financier, l'investisseur sans costume. J'aime l'appellation, qui est originale, mais nos téléspectateurs auront compris que nous allons parler de la crise bancaire en votre compagnie, car vous avez d'ailleurs publié sur le site un excellent article à partir duquel on va pouvoir réfléchir. Mais ma première question, elle est toute simple, c'est de savoir ce qui se passe dans les banques. Pierre Jovanovic, Jean-Pierre Chevalier et d'autres encore nous avaient avertis que les choses n'allaient pas bien sur les banques. Et tout d'un coup, hop, ça démarre en Californie avec Silvergate Bank, avec SVB Bank et Signature Bank. Alors nous, on a eu tendance à penser au départ que c'était un petit accident. Et la question, c'est systémique, bien sûr. Absolument. Bonjour Olivier, bonjour Pierre. Merci de votre invitation. Alors, c'est important de rappeler Jovanovic et Chevalier, parce que ce sont eux ont parlé des problèmes dès 2008. Et donc, ils nous rappellent qu'on n'a jamais traité les problèmes de 2008. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est contenté de remettre un couvercle sur la marmite et, pour prendre une autre image, on a traité le patient à coups d'antidouleurs très puissants, qui, en termes financiers, sont des baisses de taux et des QE et toutes ces politiques de banque centrale qui s'apparentent littéralement à des antidouleurs. C'est-à-dire que si vous parlez, moi je connais bien un ancien trader de la Deutsche Bank qui lui, se prend pour se dit, mais moi j'étais un dealer de drogue. Le crédit, c'est une drogue. Oui, c'est ça. Et plutôt que de sevrer le patient, on lui a donné encore plus de drogue, encore plus d'antidouleurs. Donc cette antidouleur a pris la forme d'une baisse de taux qui fait qu'on est reparti pour un tour et on a fait comme si tout allait bien, Madame la Marquise. Et puis, depuis un an, on a remonté ces taux, on a enlevé l'antidouleur. Et en enlevant l'antidouleur, on se rend compte de deux choses. La première, c'est que les problèmes n'étaient pas du tout réglés. Et la deuxième, c'est qu'ils se sont gravement empirés, parce que c'est un peu comme si vous avez marché sur votre jambe cassée pendant 10 ans. Et en plus de ça, les banques centrales ont perdu tout un tas de munitions, de capacités qu'elles avaient et qu'elles n'ont plus dorénavant. Ou en tout cas, il faut qu'elles aillent encore plus loin dans le délire. Parce que là, on est dans le délire à ce stade. Et les États eux-mêmes, qui se sont considérablement endettés, à la mesure de ce qu'on leur fournissait d'ailleurs des liquidités dans de bonnes conditions, eh bien, quoi qu'il en coûte, les a rendus aussi impuissants à résoudre la crise. Absolument. Là, on a un miroir. Les banques et les États marchent en miroir et partagent exactement les mêmes problèmes. C'est-à-dire que les bilans des banques et les dettes des États, tout ça marche ensemble. 3 000 milliards pour la France, par exemple. Oui, alors 3 000 milliards, c'est sans compter le hors-bilan. Oui, si vous comptez le hors-bilan, vous allez arriver probablement à 2 000 milliards de plus. Et si vous commencez à prendre les dettes privées aussi, vous allez vous rendre compte que, je sais pas, est-ce qu'on a déjà atteint les 10 000 milliards de dettes en France ? J'avais calculé, est-ce que c'était en 2018 ou en 2019, ouais, par là, dans ces eaux-là, j'avais calculé que si on voulait qu'un jour rembourser nos dettes, il fallait y consacrer 2 jours par semaine. Après, 2 jours pour l'État, puis après, il vous reste 1 jour pour vivre. En 2019, on n'était plus en capacité de imaginer rembourser nos dettes. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on est très au-delà de tout ça. Et on n'a jamais vu dans l'histoire une dette aussi considérable rapportée à la richesse du moment. Plus maintenant. Le Royaume-Uni a été très fort au sortir des guerres napoléoniennes.
C'est un très bon exemple, le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni, ils ont eu des dettes qui pouvaient s'apparenter au niveau auquel on était en 2017, par là, et ils l'ont remboursé, eux. Ils l'ont remboursé, et ils ont même éteint les dernières dettes napoléoniennes, les derniers consols, en 2015, si ma mémoire est bonne, sous Gordon Brown. C'est incroyable. Donc, si vous voulez savoir comment on rembourse une dette, il ne faut pas regarder les Allemands, il faut regarder les Anglais. Ah oui, en effet, les Allemands n'ont jamais remboursé les dettes de 1919 grâce aux accords Dawes et aux accords Young. Et bon, et après 1945, ça a été la même chose. Mais vous voulez dire que l'or anglais qui a financé, donc qui a vaincu finalement Bonaparte, n'a fini d'être remboursé qu'en 2015. Alors ça, pour la petite histoire, c'est rigolo. C'est que les derniers consoles ont été... En fait, ils ont émis des dettes perpétuelles pour pouvoir refinancer ça, ce qui était très, très intelligent. En gros, ça a mis un siècle. C'est-à-dire ça a mis un siècle pour faire le gros. Après, ça, c'était du reliquat. Ça a mis un siècle au 19e siècle. Qui est le siècle de plus grande croissance économique qu'on connaisse dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est pas exactement le siècle dans lequel on est au 21e, où on est... Moi, je trouve qu'on est dans un miroir. Autant le 19e siècle était un siècle de très forte croissance démographique, économique, tout un tas d'impérialisme, autant le 21e siècle est en train de, en tout cas pour l'Occident, prendre le chemin inverse. On a une espèce de miroir. Alors, pour expliquer ce que l'on est en train de vivre, à savoir cette crise bancaire, vous avez commencé par remonter à 2008 et ce qui était arrivé à cette époque à la banque Lehman Brothers. Est-ce qu'on peut comparer aujourd'hui la faillite de la Silicon Valley Bank à ce qu'a vécu Lehman Brothers ? Alors non, on peut pas, c'est pas comparable. C'est pas la même échelle. C'est pas la même échelle, il y a plusieurs choses. Alors, à un premier niveau, effectivement, ce ne sont pas les mêmes banques. On pourrait comparer plus facilement avec Crédit Suisse. Mais c'est très important de voir cette différence parce que Silicon Valley Bank, c'est une petite banque régionale. Alors, on n'a pas arrêté de taper sur les réseaux des banques régionales en disant, regardez, ces gens ont été dérégulés. C'est à cause du méchant monsieur Trump qui a semé la graine qu'on recueille aujourd'hui. Alors, quand vous avez... c'est toutes les banques pareilles. Silicon Valley Bank, je suis à peu près persuadé, a été poussée par la fenêtre. Si ça n'avait pas été eux, c'était une autre. Mais si on regarde les pertes latentes du système bancaire aux États-Unis, en Europe occidentale, mondiale en général, si vous commencez à regarder les pertes latentes, vous vous rendez compte qu'effectivement, tout est effondré par avance. C'est potentiel. C'est-à-dire que, alors après, voilà, on l'a fait se réaliser sur Silicon Valley Bank. À mon avis, ça a été fait exprès comme un contre-feu parce qu'il fallait externaliser la crise. C'est ce que vous dites dans l'article que vous avez publié sur votre site. Il y a quand même quelque chose comme un règlement de compte aussi. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que vous avez, c'est une grosse banque régionale. C'est une grosse banque régionale qui a pas qui a un petit portefeuille de dérivés par rapport à sa taille, donc qui a pas de risque. Les risques. C'est des dérivés. Oui. Ouais, c'est-à-dire les risques incontrôlables. Là où les banques centrales peuvent pas intervenir, les risques qu'on peut pas gérer, ils sont à ce niveau-là. Donc au moins là, on savait qu'on n'allait pas se prendre un coup de chaud à la Lehman. Et effectivement, vous avez ça, et vous avez surtout à mon avis, une petite satisfaction, une jouissance de Wall Street et de la côte Est qui prend sa revanche sur la côte Ouest, ou qui remet un petit peu, qui resserre la vis, parce que vous aviez ces dernières années des appétits sur les services financiers, à la fois des GAFAM, donc des géants du web, et de toute la sphère crypto, qui commençait, et là on pourrait retourner sur Signature Bank et sur d'autres banques qui finançaient beaucoup cet univers-là. Et donc, vous avez aussi un peu, on remet les choses dans leur bon ordre. L'argent d'abord, vous, on verra après. Voilà. Faut jamais oublier que pas mal de gens estiment que si Bill Gates, si Microsoft a son procès à la fin des années 90 en antitrust, c'est parce que il avait eu des appétits très tôt. Très tôt, Bill Gates s'était dit, moi, je vais devenir la banque du monde. C'est beaucoup plus intéressant que de simplement leur donner Windows. Oui, donc règlement de compte entre la finance traditionnelle, finalement, de l'Est, et l'innovation qui pointait à l'Ouest, en Californie. Cependant, la Californie était elle-même sur une dérive budgétaire publique. C'était quand même la grande fête
de la dépense. On est dans une situation, pour comparer avec 2008 éventuellement, pour revenir à la comparaison avec Lehman, les conditions sont les mêmes. Vous vous retrouvez dans une condition d'instabilité énorme dans laquelle vous avez tous les chiffres se mettent à partir en sucette n'importe comment, les dérivés sont redevenus à des niveaux ahurissants, enfin ils n'ont jamais tellement quitté, mais ils sont revenus, les taux, ça, on en parle, donc sont revenus à des niveaux qui font que le système n'est plus stable, le système devient chaotique et donc il peut casser à tout moment. Et donc plutôt que de le laisser se casser de manière incontrôlée, à mon avis, ça c'est très personnel, mais à mon avis, on préfère presque de manière rituelle sacrifier à certains endroits pour pouvoir laisser un peu échapper, c'est un peu comme on ferait un contre-feu, et qui est une manière d'exporter la crise. Parce que ce qui est extraordinaire avec la faillite de Silicon Valley Bank, c'est que le premier résultat de ce truc-là, c'est que tous les gens qui avaient des comptes en banque dans ces comptoirs régionaux, dont la seule véritable faute, c'est d'avoir investi dans des bons du Trésor américain en 2020-2021, à un moment où ils étaient aspergés de liquidités. Donc à taux négatif. Ils étaient bien obligés de les placer quelque part, ils les ont placés à des très mauvais taux, et où tout d'un coup on leur remonte les taux à 5%, parce que, excusez-moi, personne, moi le premier, c'est-à-dire que moi le premier, je dis, mais si vous remontez des taux à ce niveau-là, vous faites tout péter. Bon, d'ailleurs, on fait tout péter. Là où moi, ce que j'avais raté, c'est qu'éventuellement, ils sont en train d'être heureux de tout péter. Vous connaissez l'adage, il ne faut jamais laisser perdre une bonne crise. Mais donc, le secteur bancaire régional n'était pas un secteur pourri, voilà, c'est un secteur plutôt sain. En revanche, là, la pourriture est dans ces grandes banques, avec ces énormes portefeuilles de dérivés, avec cette grande activité. Parmi les portefeuilles de dérivés, le plus gros portefeuille de dérivés, c'est Deutsche Bank. C'est Deutsche. Alors, non, enfin, c'est énorme, c'est 50 000, ils avaient 50 000 milliards de dérivés, ils sont tombés à 42 000. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont le pire. Oui, ils ont le pire portefeuille de dérivés, ça n'y a pas de souci. Alors, c'est des montants notionnels. Le problème des produits dérivés, parce que ça revient, c'est drôle, on avait beaucoup parlé en 2008, et on a oublié les CDS, tout ça. Alors moi, c'est pas les CDS, c'est des marqueurs, c'est-à-dire que ça montre des choses, c'est pas l'essentiel. L'essentiel est en fait, c'est derrière ces architectures extrêmement complexes, l'essentiel est d'une simplicité biblique. Si on peut dire. C'est que les banques européennes, Deutsche, Crédit Suisse, UBS, BNP Paribas, Commerzbank, bien sûr, Société Générale, toutes ces banques-là, ont été les banques de la mondialisation. C'est-à-dire qu'à partir d'activités de recyclage des dollars américains développées dans les années 60-70, d'abord à Londres, pour les donner à l'URSS qui n'y avait pas accès directement aux États-Unis, quand l'URSS est tombé, ces marchés de dollars, en fait, ont explosé pour fournir des dollars au monde entier, les dollars de la mondialisation. Soit pour pouvoir commercer, soit pour pouvoir investir, soit pour pouvoir spéculer aussi. Et par-dessus tout ça, c'est-à-dire que c'est pas uniquement ce qu'il faut voir, c'est que non seulement vous avez eu un premier niveau d'investissement et de spéculation d'un premier degré, mais après vous avez spéculé sur la spéculation et vous avez mis des strates. Et c'est comme ça qu'en fait, à partir, vous avez refinancé, refinancé, et c'est comme ça que vous arrivez à avoir des portefeuilles dans lesquels vous mettez à échanger des milliers de milliards de dollars assez facilement, alors que vous n'avez pas de quoi. Vous dites, mais attendez, vous avez un PIB mondial à 30 000 milliards ou à peu près de milliards, comment est-ce que vous pouvez avoir 600 000 milliards de dérivés? C'est parce que derrière, vous avez des strates de spéculation. Et du coup, ces banques européennes ont dit, mais nous, on va fournir tous les dollars au monde. Sauf que ces banques européennes sont par définition européennes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas accès directement, comme les banques américaines, à celui qui donne le dollar au départ, c'est-à-dire la Réserve fédérale américaine. Et pendant 10-15 ans, ça a très bien marché. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous étiez dans une phase où l'euro, au début, quand l'euro est arrivé, l'euro s'appréciait face au dollar. Donc ça, c'était très positif pour les banques européennes quand elles devaient échanger des euros en dollars. Parce que vous aviez le Libor, dont on pourrait reparler, le Libor qui est en train de mourir en ce moment. C'est fini, oui. Ouais, c'est fini. Moi, on s'en reparle dans 6 mois. Il faut voir comment il finit. Oui. C'est très compliqué, ça. Mais donc, vous aviez le Libor qui était en gros le taux de financement, le taux de prêt interbancaire. Vous savez que les banques européennes avaient...
un Libor bas, c'est-à-dire qu'en gros, les banques les banques européennes accédaient à des dollars à faible coût, et vous aviez ce qu'on appelle le TED spread, c'est-à-dire que la différence entre le coût pour avoir un dollar aux États-Unis ou un dollar en dehors des États-Unis, ces fameux dollars extraterritoriaux. Et ça, il faut que cette différence soit pas trop forte, parce que sinon, tout le monde va chercher à l'autre robinet. Et ces trois conditions étaient réunies pendant longtemps, qui faisaient que si vous aviez des euros, c'était presque mieux que d'avoir des dollars, et du coup, les banques européennes, qui avaient que des euros, vendaient des dollars en disant, je m'en fous, grâce à mes produits dérivés, je peux à tout moment les changer en dollars. Sauf qu'à partir de 2007, ces trois conditions s'effondrent, et en fait, on se rend compte que les banques sont à poil. Et depuis ce temps-là, en fait, le secteur bancaire européen, est en faillite, et de deux, surtout, s'est pris une laisse monétaire des États-Unis, la Réserve fédérale américaine, et c'est pas la seule. Derrière, vous avez les banques commerciales aussi, mais la Réserve fédérale américaine a 36 000 milliards de lignes de swap, c'est-à-dire d'échanges. Mais d'échanges, c'est-à-dire que c'est pas d'échanges, c'est à renégocier tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. 36 000 milliards de dollars, alors ils disent pas avec qui, ils disent uniquement avec des banques étrangères, mais on sait que ces banques étrangères, c'est qui? C'est Deutsche, c'est Crédit Suisse, c'est UBS, c'est SOG, c'est BNP, c'est des banques anglaises, c'est eux, c'est là que ça se passe, c'est pas ailleurs. Alors Crédit Suisse a été racheté donc maintenant par UBS. Mais est-ce que UBS ne va pas se trouver affaibli et ça ne va pas précipiter la crise aussi? Alors, si, UBS, ils ne pouvaient pas faire autrement, parce que... alors, Crédit Suisse, c'est pareil, vous ne pouvez pas ouvrir le portefeuille de dérivés de Crédit Suisse. Le problème, si vous commencez à ouvrir les portefeuilles de dérivés, vous laissez sortir le diable de sa boîte, et vous risquez véritablement d'effondrer le système, comme on a cru qu'il allait s'effondrer en 2007, et on a fait très attention quand on a fermé Bear Stearns après Lehman, de refiler les paquets sans trop les ouvrir. Et si vous commencez... Crédit Suisse ne pouvait pas, et ils l'ont dit, Thomas Jordan de la Banque nationale suisse l'a dit, on ne pouvait pas nationaliser Crédit Suisse. Il ne faut pas oublier que dans cette affaire du Crédit Suisse et de l'UBS, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, qui est qu'à aucun moment on a consulté les actionnaires, on les a peut-être consultés, mais à aucun moment on leur a officiellement demandé leur avis ni au Crédit Suisse ni à l'UBS. On voit la fin, ça y est, la fin d'une mondialisation qui était quand même construite, si vous prenez les travaux des Hayek, des néolibéraux, c'était l'état de droit. C'était pas la loi, c'était les contrats. Le contrat est le plus important et vous n'avez pas le droit, vous connaissez bien tous les légalistes, vous connaissez bien des gens qui très honnêtement d'ailleurs, qui disent mais non, s'il y a un contrat, il faut respecter le contrat, il faut être responsable. Et donc là, on s'est assis sur absolument des choses d'un basique. C'est-à-dire que vous imaginez qu'on ait pu envisager la fusion de ces deux banques sans que les propriétaires de ces banques aient eu leur mot à dire. Vous ajoutez à ça le fait que... on a annulé 16 milliards de créances convertibles, d'obligations, pas convertibles, pardon, d'obligations conditionnées. Là aussi subordonnées, pardon, d'obligations subordonnées. C'est le texte. Et qui pouvaient effectivement être annulées, mais qui devaient être annulées après qu'on ait annulé les actions. Et ça, c'est des choses... moi, ça, j'ai fait très attention à ça, parce que ça a l'air bête comme ça, on s'en fout, 16 milliards ici, de toute manière, c'est la débandade. Sauf que tout le secteur financier va mettre des prix sur ses actifs à partir de... Vous avez des actuaires, vous avez des gens qui vont dire « Ah bon, bah alors attendez, voilà », qui vont calculer des risques. Et, voilà. Et à partir du moment où vous dites « Mais non, je ne vais pas respecter le droit, et donc je vais laisser passer l'actionnaire même si c'est que 3 milliards ». C'est-à-dire qu'ils ont dit, l'actionnaire qui, normalement, vous avez une cascade de risques, c'est-à-dire que vous avez ceux qui ont le risque le plus fort, et après, vous avez des risques un peu plus faibles, un peu plus faibles. Et plus le risque est faible, moins vous avez un gros intérêt, et plus le risque est fort, et plus vous allez demander un gros intérêt. Vous demandez une rémunération pour le risque, c'est normal. Et donc là, vous avez fait porter le risque à quelqu'un qui aurait dû le porter qu'après l'actionnaire. Et ça prend un peu de temps, ça c'est des choses, mais c'est très mauvais pour ne serait-ce que la manière de faire les prix de tous ces produits, et donc ça va ressortir quelque part. Ça ressort effectivement sur les CDS de Deutsche Bank, les CDS de l'UBS, qui n'est pas sorti d'affaire. Donc, est-ce qu'aux États-Unis, Guy de la Fortelle, on a d'autres banques comme la SVB qui sont susceptibles de faire faillite là à court terme? Elles sont toutes comme ça. C'est en fait jusqu'à arriver aux grosses banques.
pas JP Morgan ou Morgan Stanley est-ce qu'elles tiennent le coup? Non, parce qu'elles sont systémiques et qu'elles sont too big to fail et que tout le monde, et que, encore une fois, c'est le truc extraordinaire, c'est qu'alors que ce sont elles les plus fragiles, ce sont elles, pardon, c'est pas les plus fragiles, le terme est pas bien choisi. Imprudentes, en tout cas, en matière de... Ce sont elles les plus pourries. Oui, ce sont les branches les plus pourries, et tout le monde va s'asseoir sur cette branche-là, parce qu'on se dit que celle-là, on la consolidera toujours, et alors que c'est vraiment eux c'est chez eux que sont les vraies bombes. Et alors après, vous prenez, mais encore une fois, vous prenez tout, on est à, je sais plus il y a combien, je peux même plus vous dire les chiffres des pertes latentes, des bilans. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous restez aujourd'hui au niveau de taux actuel et que vous commencez à regarder les pertes latentes, il y a tout le monde qui tombe. Mais il y a tout le monde qui tombe. C'est pour ça que moi, j'arrête pas de répéter que dans un avenir assez proche, qui va prendre quelques mois, peut-être un an, mais pas plus, vous allez avoir non seulement des baisses de taux, mais des baisses radicales. Et à mon avis, vous allez avoir un mouvement de balancier qui va être d'autant plus brutal qu'on est monté haut dans la hausse. Oui, alors, du coup, les obligations... C'est ce que vous dites, c'est le retour du quoi qu'il en coûte, alors. En fait, l'alternative n'est pas compliquée. C'est-à-dire que soit vous faites un retour du quoi qu'il en coûte, soit vous prenez le risque de vous réveiller un matin sans que les banques aient la capacité de boucler leur bilan, et donc c'est-à-dire sans que les banques soient capables de mettre un chiffre à côté de votre compte en banque. Mais en 24 heures. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important. Ça peut se faire en 72 heures. C'est-à-dire que ça peut aller extrêmement vite parce que ces banques se refinancent en overnight, c'est-à-dire se refinance tous les jours. Le marché interbancaire, il est en overnight. Et il est toujours... Alors, il a baissé après. Le marché interbancaire a baissé après 2008. Il est remonté au niveau de 2008. Ce marché interbancaire, et c'est là qu'est le problème, c'est ce fameux marché interbancaire qui marchait à partir du Libor, énorme scandale du Libor, c'est peut-être pas l'occasion d'en parler aujourd'hui, et qui est en train d'être mis sous tutelle par la Fed. Et ça, la transition, la Fed est en train de se mettre à administrer ce taux du Libor, enfin de le changer. On ne sait pas ce qui va en sortir. Donc, vous voyez à terme le retour du quantitative easing, le retour des facilités monétaires, la baisse des taux. Oui. Bon, mais ces facilités monétaires vont faire monter de nouveau l'inflation. Alors oui, c'est tout à fait. Vous avez ces facilités monétaires il est très probable qu'elle fasse monter l'inflation. Si vous avez des États policiers qui arrivent à couper des vannes et à vous taper suffisamment fort sur la tête, ça peut... C'est-à-dire que pendant très longtemps, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que pendant très longtemps, l'inflation financière a créé de la déflation économique, parce que toute la monnaie que la sphère financière mangeait à cause de cette inflation, on laissait moins pour la sphère économique. Le Covid a changé ça. À mon avis, effectivement, on ne va pas pouvoir remettre le couvercle et on ne va pas pouvoir repasser en situation pré-Covid dans lequel on repasse dans des moments de faible inflation, parce qu'il y a un moment, quand vous avez des populations les plus modestes qui se prennent 30% d'inflation réelle sur l'alimentaire, vous ne pouvez pas les laisser crever. Enfin, vous pouvez les laisser crever, mais là, elles vont vraiment prendre la fourche, elles vont vraiment aller à l'Élysée, puis elles vont vous mettre votre tête sur un pieu. Il y a un moment, si les gens... C'est action-réaction, je suis désolé. Ne rêvons pas. Donc l'alternative, en fait, c'est soit une soviétisation de l'économie, donc retour du quoi qu'il en coûte, soit c'est l'effondrement. Oui, absolument. Là, pour moi, le truc est très clair. C'est-à-dire qu'un effondrement bancaire, et là-dessus, c'est un dilemme cornélien. C'est-à-dire que moi, je sais que, à mon avis, ce qui va se passer, c'est une soviétisation, parce qu'on va revenir vers du quoi qu'il en coûte. On va relancer l'inflation. Alors, quand vous dites soviétisation, il faut qu'on comprenne que ça veut dire que la monnaie n'a aucune autre signification que celle de la volonté de l'État. C'est la fin de la monnaie. C'est ça. C'est la fin de la monnaie parce que c'est la fin de l'argent. C'est la fin de l'argent parce que si vous repartez dans de l'inflation, si vous laissez, c'est le cas, vous laissez l'inflation s'installer durablement, donc cette inflation devient très vite insupportable pour les populations, où elle risque d'aller en hyperinflation, et puis au lieu de vous effondrer par le bas, vous vous effondrez par le haut. Mais vous voulez dire aussi que désormais, la monnaie n'a plus aucun rapport avec la production réelle de richesse. Alors, elle n'est plus modulée sur la production de richesse. Non, ça fait longtemps, ça. Oui, ça fait un certain temps. Oui, si vous prenez ces dernières années, avant le Covid, si vous imprimiez en gros 5 € de dette en France, au moins,
si vous preniez public et privé, pour créer 1 euro de croissance. Ah oui. Donc oui, vous n'avez plus aucun... Donc il faut imaginer, quand vous imprimez 5 euros, c'est-à-dire que vous dépensiez 5 euros pour derrière en ramener un de plus. Enfin, c'est totalement débile. Et surtout, c'est-à-dire que ce qui se passe quand vous êtes dans un système comme ça, où si vous voulez éviter justement de partir en hyperinflation, bah, vous êtes obligé de faire du contrôle des prix, et contrôle des prix, dit rationnement, et vous arrivez là-dedans. Eh bien, nous allons faire une pause avant de reprendre cette analyse de la crise bancaire qui n'a pas fini de se dérouler. Ses délices devant nos yeux. Il y a beaucoup de saisons. Ébahis. Alors, Guy de Lafortelle, vous dites notre système financier est une fiction. Il faudra en conséquence limiter, voire interdire les espèces, avec 2 conséquences. Un rationnement général, mais aussi la création d'une monnaie numérique européenne, par exemple. Oui, que pensez-vous de tout cela? Eh bien, donc, à partir du moment où la monnaie que vous produisez ne reflète plus la création de richesse effective, ce qu'on a dit tout à l'heure, donc vous allez produire 5 euros pour 1 euro de richesse réelle. Bon, il y a un moment, tout ça va se traduire en inflation. Encore une fois, l'inflation économique a été très longtemps contrebalancée par l'inflation financière. Mais le problème, c'est que cette inflation financière, obligatoirement, d'une manière ou d'une autre, Covid ou pas Covid, c'est-à-dire qu'il fallait qu'à un moment, elle aurait débordé d'une manière ou d'une autre dans la sphère économique. Vous n'avez pas d'autres choix. Et donc, quand elle déborde dans la sphère économique, mais tout d'un coup, vous avez comme ça ces inflations qui reviennent, et très vite. C'est-à-dire que imaginez qu'on puisse avoir des inflations en supermarché comme ça, alors qu'on était en déflation pendant très longtemps. C'est quelque chose je pense qu'on avait oublié. Votre génération n'a pratiquement pas connu l'inflation des années 70-80. Non, on n'a pas connu. Oui. Non. Et elle était restée confinée en quelque sorte dans la sphère de la bourse, de l'immobilier aussi. L'immobilier bénéficiait de cette inflation, entre guillemets. Bon, elle a pénétré par le Covid, dites-vous, la sphère consumériste, la sphère productive. Oui, la sphère productive, absolument. Alors, nos comptes en banque ne sont... C'est quoi? Ce ne sont que des promesses, dites-vous? Vos comptes en banque, c'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est que moi, on réalise tous un travail et on crée une richesse effective pour mériter l'argent qu'on nous verse quand même. Alors après, on pourrait arriver sur toute la notion de job à la con et qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne créent pas de richesse, mais bon, c'est pas forcément de leur faute en Exactement. tout cas. En revanche, le problème, c'est donc on a beaucoup parlé des problèmes des banques. Le problème des banques, le problème essentiel, c'est que d'un point de vue bilanciel, c'est qu'une banque, normalement, doit assurer son activité de crédit par ses fonds propres. C'est ces fameux ratios de liquidité. Ratios qui sont... on n'arrête pas de vous répéter. Plus on vous répète qu'ils sont importants, solides, que les stress tests, bref, plus on vous répète ça, plus vous pouvez être certain que c'est exactement l'inverse. Enfin, imaginez Crédit Suisse, la veille, tout allait bien. Le lendemain, on devait leur donner 50 milliards de lignes de crédit. Et à la fin du week-end, c'était 100 milliards et ils étaient rachetés par l'UBS. Donc, mais donc, qu'on soit très clair, vous n'avez pas... les fonds propres ne peuvent pas couvrir l'activité de crédit des banques. C'est absolument impossible. Pour le dire très simplement... il y a un truc qu'on ne regarde pas beaucoup, qu'on devrait regarder beaucoup plus, c'est la rentabilité des fonds propres. Combien est-ce que les banques doivent payer leurs actionnaires ou leurs obligations convertibles en Europe pour pouvoir lever ce capital, ces fonds propres. Et ce qu'on voit, c'est que ces fonds propres coûtent beaucoup plus cher. En 2021, ils coûtent 4% plus cher que ce qu'ils rapportent. Oui. C'est beaucoup, c'est énorme. Donc en fait, je me souviens plus, alors j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, il y a un sous-directeur, il me semble, de la Banque de France ou du Trésor qui avait balancé il y a quelques années, mais c'est quand même pas possible d'avoir un secteur entier qui est en faillite. Il faisait référence à ça. Parce que quand vous regardez la BNP Paribas, elle va vous dire qu'elle fait, est-ce qu'elle n'a pas fait 15 ou 16 milliards de bénéfices? Son directeur s'en est vanté récemment sur les ondes, très content de la situation de la BNP. Oui, mais bien sûr, ils n'arrêtent pas, mais c'est exactement comme si vous étiez un magasin de chaussures et que vous disiez, mais attendez, regardez, entre les chaussures que j'ai vendues et mon loyer, mes salariés et mon électricité, je faisais un très gros bénéfice, et vous aviez oublié qu'en fait, il fallait acheter les chaussures avant de les revendre. Non, mais quand vous regardez le produit net bancaire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous ne prenez pas en compte votre matière première, ou la matière que vous vendez, et la matière que vend une banque, elle vend du crédit. Et ce crédit, il est produit
grâce aux fonds propres. Donc si elle veut avoir plus de crédits à fournir, il faut qu'elle ait plus de fonds propres. Et donc aujourd'hui, ça ne peut pas. Donc pour revenir à nous, eh bien, la seule chose qui fait que ces banques qui, selon le système auquel elles sont censées répondre, devraient être en faillite, la seule chose qui fait qu'elles sont pas en faillite, c'est que nos dépôts ont été pris en otage et que ce sont nous qui assurons ces bilans absolument débiles des banques. Vous savez, le truc qu'on a dit après 2008, qui était plus jamais ça. Plus jamais ça, on va arrêter d'aller sauver ces grandes banques qui nous ont obligés à aller verser beaucoup d'argent public. Et Pierre Jovanovic et Jean-Pierre Chevalier dont vous avez parlé, qui mais dès le départ, on vous ont dit c'est que du flan. Moi, je suis arrivé un peu après pour dire oui, ces gens ont raison et je suis bien d'accord, c'est que du flan. Eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, vous êtes capable de balancer 100 milliards à l'UBS pour reprendre le Crédit Suisse en un claquement de doigts, et c'est la Suisse qui le fait, quoi. Oui, mais alors, j'ai une question quand même. Il existe des cabinets de notation. Moody's, Standard & Poor's, il y en a encore un troisième dont j'oublie le nom. Fitch Rating. Bon, que font ces gens-là? Du marketing. Ah oui, mais c'est pas leur boulot. Enfin, je veux dire, leur boulot, c'est de noter la fiabilité des banques. Je parle mais qu'elles sont payées par qui? Voilà, bonne question. Par les banques. Elles sont payées par les banques, en effet. Elles sont payées par les banques, et de deux, c'est un cartel. Ils sont trois. Voilà. Donc vous n'avez pas de mécanisme de marché. Donc ça, et ensuite, ça c'est je ne sais pas si vos téléspectateurs ont regardé ce film extraordinaire, The Big Short, et lu le livre qui est avec, encore mieux. Vous avez une scène un peu mémorable où ils vont voir justement une des personnes qui fait les notations à l'époque. Donc c'est pour les fameux subprime, les crédits subprime immobiliers américains, où ils disent mais vous regardez, tous ces crédits font défaut, vous leur donnez encore des notes, des investment grade, abaisser les notes de ces gens-là. Puis non, nous, selon notre analyse, tout va bien. Et ils sont là, mais non, mais ça va pas, regardez, ouvrez vos yeux. En plus, ils se sont amusés à mettre des lunettes comme si elle était aveugle, la pauvre dame. Et elle dit, mais vous croyez que je fais quoi? Vous croyez que je décide? Et vous avez cette petite ils disent, mais non, c'est cartélisé ce truc, c'est eux qui nous payent. Donc non, les agences de notation, c'est comme les fonds de réserve pour assurer vos dépôts, c'est du marketing. Justement, j'allais y venir. Le FGDR, pour la France. Pour la France. Alors, c'est le fonds de garantie des dépôts. Bon. 100 000 euros pour c'est ça, pour l'Europe, oui. Et 250 000 $ pour les États-Unis, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, nous ne sommes pas concernés. Mais peu importe. Il y a quand même des déposants qui sont inquiets de la situation, j'imagine. Si les gens retirent leurs fonds, c'est qu'il y a un problème. Oui, alors alors déjà la première chose qu'il faut dire, c'est qu'en France, on n'a absolument pas de tradition de panique bancaire et de bank run comme on a pu voir sur Silicon Valley Bank. Non, on n'a pas cette tradition-là. Quand Eric Cantona avait voulu, ça s'était passé. Et il faut remonter au 19e siècle. Oui, l'affaire de l'eau aussi. Ah oui, Ah bah ça remonte à Loz. Oui. Loz, là on a quelque chose. Mais en fait, vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que la crise actuelle, et ça c'est Bruno Berthez qui l'a souligné comme vous, c'est la bonne comparaison. C'est la crise, le moment dans lequel on est se compare très très bien avec la panique de Loz sous Louis XV. Sous le Régent, déjà. Sous le Régent, c'était le Régent, pardon, je me trompe, vous avez tout à fait raison. Louis XV était régné. Oui. Et pourquoi... Pardon, j'ai perdu mon fil. Parce que, bank run. Ah oui, bank run. On n'a pas, en France, on n'a pas, en tout cas, effectivement, depuis même une bonne partie du 19e siècle, on n'a pas de tradition de panique bancaire. À cause de l'État, je pense. À cause de l'État, parce que nos banques ont été nationalisées, parce que ça c'est un truc, au moment où on enregistre cette émission, là, vous avez le grand scandale, là, vous avez des magistrats du parquet national financier qui sont en train de faire un raid sur la Société Générale, BNP et trois autres banques. Ils font des investigations dans les bureaux, dans les sièges. Oui, dans les sièges pour une grosse évasion fiscale qui est une zone grise. Hein. C'est-à-dire que si vous regardez précisément, il n'est pas du tout évident que le truc soit illégal. Et ça, c'est un changement qui est très important. Parce que en France, pendant très longtemps, les gens de Bercy, c'était les mêmes que les gens qui étaient les patrons des grandes banques. C'est des énarques à la tête des grandes banques françaises. Tous ces gens-là vont pantoufler, ils vont de l'un à l'autre. Ils font des allers-retours, ils épousent les mêmes femmes.
endogame et... Absolument. Et alors ça a de très mauvais côtés, ça en a d'autres un peu meilleurs. Et en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça a apporté une énorme stabilité, donc issue justement de cette époque où les banques étaient nationalisées. On a gardé cette tradition, c'est-à-dire qu'on donne nos banques à des hauts fonctionnaires, même si on a privatisé les banques. Vous avez, alors ça a plein d'effets délétères, c'est-à-dire que si vous voulez, quand vous avez un énarque qui fait du capital risque, il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire qu'on a tué notre capital risque en France, mais bon, ça c'est une autre question. Et bref, donc ça, les énarques... Non, pardon. Il ne fallait pas que les énarques soient là. Et donc, on est en train de changer ça au pire moment. Le scandale est réel, il n'y a pas de problème. Hein. Le scandale est réel, mais il est instrumentalisé au pire moment. Et ça, c'est très mauvais. Moi, à mon avis, la crise bancaire est en train de s'inviter en France aujourd'hui à partir de ce truc-là. Déjà parce que il y a une petite odeur de scandale qui revient. C'est-à-dire que Crédit Suisse, vous aviez la SEC qui avait mis son nez dedans et qui avait repoussé la publication du rapport annuel. Encore une fois, le bilan de Crédit Suisse, c'est une planche pourrie, il n'y a pas de souci. C'est pas le problème. C'est le moment où on fait ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça au moment où Crédit Suisse va mal, quand les Saoudiens, quand vous avez... ce sont des capitaux saoudiens. Vous avez après les Saoudiens en ont remis encore une couche. Vous avez aussi sur Deutsche Bank, vous avez tout d'un coup le département de la justice américaine qui vient vous dire que des banquiers de Deutsche et aussi Crédit Suisse et aussi UBS sont mis à l'enquête pour avoir aidé leurs clients à outrepasser les sanctions russes. Mais pourquoi maintenant ? Eh bien, pourquoi maintenant ? Alors, vous pourrez me dire, Deutsche Bank, c'est un flux continu de scandales. Donc, mais quand même, le coup des Russes, c'est un fil qui peut aller très loin. C'est pas tant pour la sanction qu'on va balancer parce que vous avez aidé quelques oligarques à contourner les sanctions. C'est que vous avez très probablement dans les comptes de Deutsche Bank et probablement à des endroits un peu stratégiques pour la liquidité de la banque, des capitaux russes et des capitaux des mafias russes qu'on a été récupérés après 2008. Justement, en 2008, quand tout allait mal et qu'il fallait, c'était le sauve-qui-peut général. De la liquidité à n'importe quel prix. En Europe, on a été chercher, on a été recycler l'argent des mafias russes. C'est le grand scandale Danske Bank. Barclays y a mis aussi du sien, Lloyds, de côté anglais. Il y a eu 200 milliards de lessivage d'argent russe via la filiale estonienne de Danske Bank, et donc la première banque danoise, hein, c'est pas un petit comptoir. Et ces 200 milliards ont après été lessivés par les banques européennes. Tout le monde y a bouffé, mais celui qui a bouffé le plus, c'est Deutsche Bank. Et Deutsche Bank, à mon avis, si mes souvenirs sont bons, vous avez la moitié. De ces 200 milliards, à peu près, vous avez probablement la moitié qui a été lessivée par Deutsche Bank. Donc c'est monumental. Et donc, si vous commencez à tirer ce fil-là, vous pouvez faire très très mal à Deutsche Bank, d'autant que si vous commencez à dire à Deutsche Bank, vous allez devoir, parce que ça pourrait presque être une bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous allez devoir geler, si vous saisissez ces avoirs et que vous les transformez en fonds propres, à la limite c'est une bonne nouvelle, sauf que c'est des gens qui... C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui passent par la voie légale quand ils ont besoin de résoudre leurs problèmes. Donc là, il y a un très gros problème pour Deutsche Bank. Et donc, à chaque fois, c'est-à-dire que ces dernières semaines, le scandale est précédé par des annonces de la SEC, donc du gendarme boursier américain, du département de la justice américaine, là, le PNF, le parquet national financier. C'est pas exactement le parquet, c'est pas le parquet c'est pas les magistrats qui sont les plus, comment dire, les plus honnête n'est pas le bon mot, quoi qu'on pourrait, mais ils ont trempé dans quand même un nombre de scandales. Le PNF, ils ont été instrumentalisés déjà de nombreuses fois. Donc là, il y a des risques d'instrumentalisation qui sont énormes. Mais sur la concomitance, Guy de Lafortelle, de tous ces événements, en fait, qu'est-ce qui est à l'origine de... Je pense que c'est vraiment parti de la SVB. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de tout cet enchaînement jusqu'à Qui a voulu déclencher l'élément, à mon avis, déjà, la première chose, c'est que vous avez une situation favorable à la crise, qui est la hausse des taux, à laquelle, en partie avec le concours de la Fed, les banques ont résisté. C'est-à-dire qu'on dit toujours, mais pourquoi est-ce qu'on a monté les taux aussi vite, aussi fort ? Parce que les banques ont fait comme si de rien n'était. Normalement, pourquoi vous voulez monter les taux ? Monter les taux dans l'absolu, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que monter les taux, ça va faire baisser l'activité de crédit et ça va vous permettre de nettoyer. Ça va pouvoir notamment, d'un point de vue financier, mais d'un point de vue économique aussi, vous allez mettre en faillite toutes les structures les plus faibles qui ne sont pas viables et qui vous allez libérer des ressources pour pouvoir faire autre chose. Et donc les conditions de la crise étaient là, on est remonté les taux et donc
le secteur bancaire occidental en général a résisté et s'est mis tout d'un coup un peu en mode panique, en mode on est dans un système qui est devenu tellement fou qu'on passe extrêmement vite d'une situation où tout va bien à tout va mal. On sait, Guy de Lafortelle, que c'est Peter Thiel, le fondateur de PayPal, qui a, la veille, retiré ses fonds de la SVB, qui a conseillé à ses clients de faire de même. Est-ce qu'on peut dire que c'est cet individu-là qui a provoqué l'origine? Lui tout seul, non. C'est-à-dire que JP Morgan est probablement aussi dans la partie. Je crois que vous le dites quelque part. Moi, alors on est certain qu'à partir du moment où la panique est là, eux, ils sont déjà prêts et ils sont au téléphone, ils ont un service qui font marcher jour et nuit pour aller chercher les clients de SVB. Ça, on en est certain. Et après, il y a énormément d'échos qui disent oui. Enfin, avant même que la panique commençait, probablement que JP Morgan a aidé. Ils ont poussé. Ce qui est important, c'est que les conditions sont là et que le système a appris. Les conditions de 2008 sont là, mais on n'est plus en 2008. Le système a appris de 2008. Vous êtes banquier, vous n'avez pas envie de vous retaper un Lehman. Vous n'avez pas envie de faire ça. Donc, et quand vous dites, donc, si vous ne voulez pas prendre le risque que ça vous tombe dessus, vous allez essayer d'externaliser la crise. Vous allez essayer de l'exporter. D'abord au niveau régional, après en Europe. Qui sont ceux qui s'en sortent le mieux? C'est les grandes banques américaines qui s'en sortent le mieux de cette affaire-là. Elles s'en sortent très très bien. Et donc, pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sacrifice rituel, ou pour le dire de manière plus terre à terre, vous allumez des contre-feux pour éviter que le feu arrive jusqu'à vous. Et après ces choses-là, est-ce que je suis pas un grand tenant de qui a fait ça? Je comprends que des gens s'intéressent à ça. C'est pas ma manière de faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que peu importe qui, il était nécessaire que ce soit fait à ce moment-là pour préserver le système. Et donc, c'est tombé sur Silicon Valley Bank. Ça allait mal, donc il fallait que ça tombe sur quelqu'un, c'est tombé sur eux, pour les réseaux, parce que c'est la Silicon Valley, parce qu'on pouvait en faire beaucoup d'autres choses. En Europe, ça tombe sur Crédit Suisse et Deutsche Bank. Tout le monde vous dira que ça pouvait tomber que sur eux, parce que c'est vraiment les gros canards boiteux qui étaient les plus faciles à faire tomber. Donc les conditions sont là, et plutôt que d'attendre que l'accident arrive en chocotant, on provoque à mon avis l'accident pour le contrôler. Alors j'ai vu que la Deutsche Bank avait perdu au mois de mars 1/5 de sa valeur. Vous dites que les Français n'ont pas l'habitude de tomber dans la panique bancaire, mais si les Allemands commençait une panique bancaire, est-ce que cette panique bancaire pourrait contaminer le reste des autres établissements européens? Est-ce qu'en Allemagne, ça s'est déjà produit? Oui, alors... Ça s'est produit, oui, en 1920. Absolument. À mon avis, déjà sur Deutsche Bank, c'est un cas très particulier. C'est encore pire que Crédit Suisse. On a affaire à des zombies. C'est-à-dire que paradoxalement, vendredi dernier, quand tout le monde disait Deutsche Bank est en train de s'effondrer, regardez, l'action est retombée à des niveaux pas possibles, les CDS s'envolent. Deutsche Bank est presque en permanence dans cette situation-là depuis 2015 au moins, et même avant. C'est-à-dire que ces gars sont tout le temps dans cette situation-là. On ne se rend pas compte à quel point Deutsche Bank et Crédit Suisse déjà, on était pas mal, mais Deutsche Bank, c'est un niveau de pourriture qui est... Mais pourquoi les déposants de Deutsche Bank ne se ruent pas vers le guichet en voyant ce qui se passe? Mais parce que c'est la grenouille dans le pot d'eau chaude. C'est-à-dire que déjà, à la limite... Très doucement. On l'a fait bouillir doucement. Et puis moi, quand la crise là a démarré, tout le monde s'est dit mais on a fait les réformes après 2008. Ouais. Moi c'est un truc, j'ai été très étonné. C'est-à-dire que moi je suis dans mon guidon donc je vois ça. Puis du coup j'ai dit mais c'est pas grave, on a fait les réformes, on a les fonds propres, on a les liquidités, on a les stress tests, on a machin, on a BAL 3, les cabinets de notation. Tout va bien. Bruno Le Maire l'a dit. En plus il l'a dit alors. Et alors, parce que généralement, au moment où Bruno Le Maire l'a dit, c'est le moment où les gens commencent à dire qu'il doit y avoir un problème. Honnêtement. En revanche, toujours attendre l'inverse de ce qu'ils disent maintenant. Honnêtement, les gens pensaient que ça avait été réglé. Donc, si ça avait été réglé. Et puis, encore une fois,
si vous regardez les choses de très loin en disant bon, moi je suis pas Einstein, je vois les choses et de manière saine, c'est-à-dire de se dire bon ben moi je vois que la petite banque régionale a fait faillite, finalement peut-être que je suis pas plus mal dans la grosse banque, je sais qu'elle est très pourrie, mais je sais qu'elle peut pas faire faillite non plus parce que si elle fait faillite tout explose, donc moi je vais rester là quoi. Et puis c'est 24 millions de comptes en banque, alors peut-être plus maintenant, mais il y a quelques années, il y a pas si longtemps, c'était 24 millions de comptes en banque de particuliers et d'entreprises, Deutsche, c'est beaucoup énorme, quand même, c'est plus que la BNP. Ouais. Mais alors, bon, maintenant, supposons, alors, on a la continuation du pire, comme vous dites d'ailleurs, Oui. la continuation du pire en termes bancaires. Est-ce que ça peut se traduire sur le plan boursier par un krach ? Ça peut se traduire absolument sur le plan boursier par un krach. Le krach, en fait, le krach, c'est pas très grave. Ce qui est le problème, c'est de réussir à éviter qu'on passe en mode liquidation. Le krach, d'une certaine manière, on a eu un krach bancaire, là. Bah oui. Il est là. Oui, mais on n'a pas eu un krach boursier. Oui. Enfin, les actions ont baissé, les banquiers ont bougé. Bon, on a eu un krach boursier en mars 2020. On n'a pas eu le temps de se rendre compte qu'on avait eu un krach, qu'on était repassé comme 3 mois... Enfin, le krach... Moi, alors ça, j'ai suivi ça de près. Le krach boursier, il y a eu à peu près une semaine... Ça a été très rapide, pendant lesquelles on a eu des valorisations qui étaient revenues à un niveau qui était à peu près intéressant. Et puis là, c'est remonté directement. Le problème, c'est il faut pas, si on se met à liquider. Si on se met à liquider, là, ça va devenir terrible, ça va devenir féroce, parce que si vous lancez cette machine-là, donc liquider, ça veut dire que vous commencez à rentrer dans les comptes de non seulement des banques, mais de toutes les entreprises qui, en fait, ne sont pas rentables. Et ça, vous en avez beaucoup. Et en fait, le problème, c'est qu'en 2008, ça aurait fait mal de faire ce travail qui est la respiration du capitalisme. C'est-à-dire que si on n'avait pas... L'élimination des canards boiteux. Mais oui, si on n'avait pas éliminé toutes les sociétés de chemin de fer à la fin du 19e siècle et qu'on n'avait pas fait ce mouvement de concentration, on mettrait toujours probablement... on mettrait 3 jours pour aller de Paris à Marseille. On changerait 4 fois de société et on aurait des rails de tailles différentes et ça serait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a besoin les crises sont nécessaires. Le dernier krach ferroviaire du 19e siècle était en 1899 à Saint-Pétersbourg. Transsibérien est terminé. Ouais. Qu'est-ce qui empêche, Guy de Lafortelle, justement, ce que vous dites, la liquidation aujourd'hui ? En fait, qu'est-ce qui empêche la liquidation ? C'est que vous avez tous les seigneurs de l'époque qui vous disent en fait, ça fait 20 et plutôt 40 ans que on se graisse la patte sur votre dos. C'est-à-dire qu'il faut accepter ça. Et les gars sont pas prêts à accepter ça. Il va falloir aller le chercher avec les dents. Et puis surtout, pourquoi il y a un moment, pourquoi ne pas continuer ce qui marche si bien ? D'un point de vue, si vous êtes un Bernard Arnault, c'était pas mal les 40 dernières années, c'est pas désagréable. Vous prenez la très haute bourgeoisie d'affaires, elle, tout va bien pour elle, ça va, c'est cool. Les jets privés. Vous avez parlé des seigneurs, vous écrivez comment, seigneur ? Ça, EI ou AI, ça, je laisse chacun faire comme il veut. Alors, finalement, ce qui est en train de se produire actuellement, n'est-ce pas une forme de démondialisation relative ? Alors, la démondialisation relative, c'est les Russes et les Chinois qui nous l'apportent sur un plateau. Oui. La démondialisation... Alors, tout d'abord, la démondialisation précède. Vous êtes dans un mouvement de démondialisation. Vous avez des prémices depuis déjà... notamment parce que vous n'avez pas de vraie monnaie mondiale qui se forme. C'est-à-dire que le dollar, ces fameux euro-dollars qui servent de monnaie mondiale, sont une monnaie boiteuse et qui, en plus de ça, qui en 2008 a montré qu'elle était boiteuse et qui, au lieu de véritablement transformer le dollar en monnaie mondiale et de faire les réformes qu'on aurait pu faire mais qui n'ont pas été faites, les Américains, plutôt que de lâcher le dollar et d'en faire une véritable monnaie mondiale, ont préféré le garder pour eux et le militariser pour s'en servir comme d'une arme. Et le dollar, aujourd'hui, est une arme qui est pointée contre nous en Europe, par exemple. On ne peut pas comprendre la guerre économique que les États-Unis ont gagnée à partir de 2008. C'est-à-dire que la guerre économique existait avant 2008. On allait chercher des entreprises aux États-Unis, les entreprises américaines allaient chercher des entreprises chez nous. Il y avait même quelque chose d'assez sain. Et puis, il y avait de la coopération. Et coopération, on se tirait dans les pattes. Tout ça était... Enfin, il ne faut pas oublier que nos centrales nucléaires, dont on déplore en ce moment la décrépitude, au départ, c'est Framatome, c'est la franco-américaine de l'atome. Enfin, c'était d'autres temps. Et donc, à partir de 2008, ça devient tout d'un coup à sens unique. Les Américains viennent faire leur marché chez nous. Alstom, Technip. Et Alstom est typiquement
caractéristique de cette logique du dollar avec le FCPA. C'est Foreign caricatural. Corruption, je me souviens plus de la suite. Oui, alors moi non plus, Et puis mais... le privilège d'extraterritorialité du dollar qui permet de rafler les turbines arabelles, parce que le DOJ, le Department of Justice américain, a vu que Alstom avait eu quelques privautés de... Oui, je suis en train de rechercher le nom de ce cadre d'Alstom qui était en prison. Frédéric. Frédéric, c'est un nom d'origine italienne, voyons. On avait interviewé quelqu'un sur le sujet. Oui, Claude Rocher. Ouais. Claude Rocher nous avait fait une très belle émission. Qui avait été retenu Il a prisonnier aux fait États-Unis. Il a fait 3 ans de prison. Il a fait 3 ans de prison. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est héroïque. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui est héroïque parce qu'il aurait pu éviter ces 3 ans de prison. Pierucci. Merci. Bravo. C'est quelqu'un parce qu'il a fait 3 ans de prison plutôt que de mettre un micro et d'aller continuer son boulot. Ouais. Cette personne-là, c'est une personne vraiment, c'est une personne héroïque et je crois qu'on passe son temps à aller le visiter et à aller lui voler son ordinateur et à lui fractionner sa maison pour lui expliquer qu'il faut qu'il fasse attention, alors que c'est un héros, ce bonhomme. Oui, tout à fait. Eh bien, nous arrivons au bout de cet entretien. Guy de Lafortelle, trop court bien entendu, parce qu'il y avait énormément de choses encore à dire. Mais je crois que vous avez bien éclairé, n'est-ce pas Pierre, nos téléspectateurs sur la réalité de la crise bancaire. Et vous aurez certainement l'occasion de revenir nous en parler, parce que ça ne va pas s'arranger, d'après ce que vous nous dites. Et on peut consulter votre blog, dont je vais... L'investisseur sans costume, Voilà. avec une chaîne YouTube. Un grand merci. Merci Guy de Lafortelle. Merci, et à très bientôt, chers téléspectateurs.